Salam alaikum, bonsoir. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Sami Mehdi, qui est secrétaire d'État à l'asile et à la migration, responsable de la Loterie nationale. Monsieur le secrétaire d'État, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir et merci de m'accueillir. Bien sûr. Alors vous êtes chez vous. Aujourd'hui, on va vous adresser à la communauté arabo-maghrébine et belgo-marocaine, belgo-maghrébine, ici en Belgique. On va parler de quelque chose qui concerne une bonne partie de cette communauté et qui a un rapport avec vos compétences directes, qui sont un peu l'asile, la migration, les problèmes de régularisation, les problèmes des sans-papiers. On a suivi, bien sûr, la problématique des grévistes de la fin de l'église du béguinage. Plusieurs sans-papiers qui attendent toujours leur régularisation, mais on va aussi parler de ce qui a fait l'actualité dernièrement. C'est le retrait du permis de séjour de l'imam, un peu connu dans la communauté belgo-marocaine, M. Touchkani, auquel vous avez retiré son permis de séjour et qui a fait couler beaucoup d'encre. Alors, vous allez un peu vous expliquer aujourd'hui, d'autant plus qu'il a fait une lettre ouverte, qu'il vous a adressé cette lettre ouverte. Son avocat, M. Bautier, est très, très dur à votre égard. Vous allez pouvoir vous défendre aussi. Et il y a notamment d'autres projets d'expulsion des prédicateurs qu'on surnomme les prédicateurs de la haine et avec lesquels apparemment il y a des difficultés d'expulsion. Donc on va commencer peut-être par vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Vous êtes issu d'un couple mixte. Oui, tout à fait. Votre père est irakien, d'origine irakienne, votre mère est belge, d'origine flamande. Vous avez étudié les sciences politiques à la VUB et vous avez ensuite obtenu une maîtrise en droit international et européen. Vous avez été assistant parlementaire de 2014 à 2017, puis député fédéral. Vous avez été président de Young CDNV, c'est l'organisation de jeunesse de votre parti. Absolument. Le CDNV, je rappelle, le Parti chrétien-démocrate flamand. Vous habitez à Vilvoorde, vous êtes le président de votre parti à Vilvoorde. Pour les observateurs politiques, donc, ils vous qualifient de quelqu'un qui parle plusieurs langues. Vous êtes parfaitement presque bilingue, français et néerlandais. Je ne sais pas si vous parlez d'autres langues aussi. L'anglais? L'anglais un peu, oui. Et les mots en arabe, comme mon père, il s'énerve, c'est tout. C'est tout. Donc, vous connaissez quelques mots d'insultes en arabe. Donc, on ne va pas les évoquer aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Vous êtes marié? Non. Pas encore. Pas encore. Ça arrivera. Mais c'est la question que mon père me pose tous les soirs, donc un jour ça arrivera. Alors pour nos téléspectatrices et les autres, c'est un cœur à prendre. Alors aujourd'hui, on est le 15 novembre. Hier, on était le 14, c'était la Saint-Valentin. Donc vous n'êtes pas marié. Est-ce que... C'est une question pas indiscrète, si vous souhaitez y répondre. Est-ce que vous avez adressé des vœux de la Saint-Valentin à une personne en particulier? Oui, en effet. Malheureusement, hier, j'ai travaillé jusqu'à 1h du matin. Donc, le Saint-Valentin, c'était surtout le travail. Donc, je vais essayer de rattraper le coup ce soir, mais je ne peux rien promettre. On verra ce que ça va donner. On ne va pas rentrer dans les détails. Ça relève de votre vie privée. Alors, vous parlez bien, vous débattez bien, d'après plusieurs observateurs. Vous êtes quelqu'un qui... On dirait que vous avez toujours fait la politique dans votre vie, alors que lorsque j'ai parcouru un peu votre CV, votre souhait ou bien votre objectif au début, c'était de devenir footballeur. Alors, comment vous est venue cette vocation pour la politique? Alors, le souhait d'être footballeur, bien sûr, je pense que chaque jeune garçon qui joue un peu sur les plaines ici à Bruxelles, là, quelque part, je pensais, comme beaucoup de jeunes hommes, avoir un talent, mais malheureusement, il n'était pas sur le terrain de foot. Mais la politique, quelque part, c'est un combat pour la justice. Je suis moi-même, comme vous l'avez évoqué, le fruit d'un amour entre un homme irakien et une femme flamande qui se sont trouvés et qui, moi aussi, pendant ma jeunesse à Bruxelles, j'ai été confronté à plusieurs faits, à plusieurs complications dans la vie. Et le combat pour la justice, quelque part, j'ai vu mes parents travailler très, très dur pour arriver quelque part et pour amener leurs enfants à un certain endroit. Et moi, je veux faire la même chose, pas seulement pour mes enfants plus tard, mais pour chaque citoyen belge, faire en sorte que chacun ait le droit de s'exprimer, de pouvoir grandir dans les meilleures des circonstances et de faire en sorte que l'on vit dans un monde juste et un monde qui est droit aussi. Et donc là, quelque part, je dis souvent que j'ai le même amour pour le citoyen que mon père avait pour moi. Ce qui veut dire que parfois, je peux être sévère quand quelqu'un se comporte mal, mais c'est toujours une sévérité qui va avec de l'amour. Alors, on entend dans votre discours
cette quête de la méritocratie. Il n'y a pas de discours de victimisation dans votre... donc vous ne vous dites pas que vous êtes victime de racisme ou de xénophobie. Vous dites je travaille, je mérite, je veux... On entend ça et vous rappelez également votre origine du côté de votre père. Vous l'avez encore évoqué dernièrement dans une lettre ouverte que vous avez adressée, que vous avez publiée dans Le Soir. Vous avez évoqué l'origine irakienne de votre père. Donc, vous l'avez fait délibérément. Alors, certains observateurs disent que c'est... Monsieur Mehdi, peut-être essaie de ressembler ou d'imiter un peu Obama. Donc, Obama l'a fait dans son parcours politique. À certains moments, il a évoqué l'origine de son père, pour dire que, voilà, mon père était d'origine kenyane, etc., mais moi, je suis exactement... Est-ce que vous, à un certain moment... Alors que vous faites de la politique, pour l'instant, vous réussissez très bien, vous êtes à un poste très important. Est-ce que vous vous sentez l'Obama belge? Alors, sur mon compte Twitter, c'est marrant, sur mon compte Twitter, je précise que je suis l'Obama de l'Aldi, en précisant quelque part que, oui, on fait référence à un homme qui lui-même aussi, ses parents sont issus de la migration et qui a voulu aussi, à un poste important dans son pays, changer le monde et l'améliorer dans le bien. Et donc, quelque part, j'espère pouvoir faire partie d'une génération de jeunes issus de la migration qui travaillent dur et qui ont de la chance aussi parce qu'il y a le travail, mais il y a la chance aussi dans la vie qui font que quelque part, parfois, on a l'opportunité d'arriver quelque part et qu'on veut rendre un monde meilleur pour ceux qui viennent après nous. Et donc, oui, peut-être bien, mais en même temps, le fait que je fais référence à ma couleur de peau, je peux rien y faire parce que c'est les autres qui font constamment référence à ma couleur de peau. Est-ce que, en tant que secrétaire d'État, parce que ton père ceci, est-ce que, en tant que ministre de la Migration, parce que ta couleur de peau cela, j'aimerais qu'on me regarde sur base de mes actes, sur base de mes pensées, et qu'on ne me juge pas sur base de ma couleur de peau. Alors justement, vos compétences ne sont pas faciles. L'asile, l'immigration, vous expulsez même des gens d'origine étrangère. Alors, vous-même, étant d'origine étrangère, certains vous qualifient, vos adversaires, on va dire, vous qualifiez d'être le Ali Alibi du gouvernement, le Mehdi Alibi du gouvernement. C'est plus simple qu'un ministre d'origine étrangère expulse des personnes d'origine étrangère. Ça passe très bien, ça passe mieux. Et ce serait même mieux que votre prédécesseur, Theo Franken, qui était du parti NVA et qu'elle souvent on l'a qualifié de raciste, de xénophobe, d'anti-étranger. Alors en mettant une personne d'origine étrangère qui expulse et qui promulgue des lois qui peuvent être qualifiées d'être très très sévères vis-à-vis des étrangers, des personnes d'origine étrangère en Belgique, ça passerait mieux. Est-ce que vous avez ce sentiment d'être utilisé, M. Sami Mehdi, par ce gouvernement? Non, du tout. Surtout pas dans ce gouvernement-ci. Être utilisé, non. Vous savez, je dois faire mon travail. J'ai surtout pas envie d'être la lead service, celui qui est là pour récolter des votes d'une certaine communauté et je dois venir en tant qu'homme politique et dire voilà, je suis l'étranger de service et je vais jouer mon rôle là-dedans. Moi, je fais le travail que je pense quasiment tous les citoyens au sein de ce pays veulent. J'aimerais bien poser la question à vos téléspectateurs, ceux qui pensent des personnes qui sont sur le territoire belge, qui ne peuvent pas être sur le territoire belge ici et qui, en plus de cela, commettent des crimes. Est-ce que vous croyez que ces personnes-là, même si eux-mêmes sont issus de la migration, sont d'avis que ces personnes-là doivent rester sur le territoire belge? Moi, je suis très content que je peux renforcer un cadre migratoire où on va aider des personnes qui veulent migrer d'une bonne façon et qui veulent contribuer d'une bonne manière à la Belgique, et en même temps, ceux qui n'ont pas le droit d'être ici en Belgique. Et en plus, surtout ceux qui se comportent en mal, faire en sorte que ceux-là ne peuvent pas rester en Belgique, influencer nos jeunes qui grandissent dans nos quartiers et qui, quelque part, font passer un très mauvais message. Et sur cette base-là, moi, personnellement, vous savez, j'ai grandi à Bruxelles, je circule encore souvent à Bruxelles. Très souvent, ce sont souvent les pères et les mères, eux-mêmes issus de la migration, qui, à Bruxelles, me font savoir qu'ils sont très contents du fait que, pas qu'on joue la lie de quoi que ce soit, mais qu'on fait un travail dans lequel on fait la distinction entre ceux qui ont le droit d'être ici et ceux qui n'ont pas le droit d'être ici, sans faire appel à des messages racistes ou xénophobes, comme on les a connus au passé. Admettons qu'on soit d'accord pour que les gens qui se comportent mal et qui influencent mal les jeunes d'ici doivent être expulsés. Admettons qu'on soit d'accord sur ce fait. Quid, qu'en est-il des gens qui se comportent bien, qui sont ici malheureusement de manière illégale depuis
plus de 10 ans, pour certains 12, 13, 14, 15 ans, qui travaillent dur dans des conditions misérables pour essayer de subvenir à leur famille, soit ici, soit dans leur pays d'origine, et qui malheureusement voient leur demande de régularisation être refusée et qui se voient même menacés d'expulsion après une vie entière ici en Belgique et qui se comportent bien et qui n'ont que de trucs positifs qu'on peut avec lesquels on peut les qualifier. Oui. Alors pourquoi ces gens ne sont pas régularisés, ne sont pas récompensés pour leur bon comportement ici en Belgique? Alors, il faut d'abord savoir c'est quoi la régularisation pour répondre à la question. Vous savez combien de personnes migrent vers la Belgique chaque année? Vous avez une idée environ du nombre de personnes chaque année? 300 000 plus ou moins? 100 000. 100 000. 100 000 personnes migrent chaque année vers la Belgique pour étudier, pour travailler, regroupement familial, pour demander l'asile. 30 000 qui demandent la protection internationale chaque année, 100 000 au total. Des personnes qui suivent les règles existantes. Qu'est-ce qu'on a fait? Par exemple, pour les personnes qui veulent venir travailler en Belgique, on a développé une plateforme digitale où quelqu'un qui est à l'étranger et qui se dit « moi j'ai envie de venir habiter en Belgique et travailler en Belgique », de son pays d'origine, introduit sa demande sur la plateforme digitale. Dans l'espace de 7 jours, le gouvernement fédéral peut donner une réponse sur la question qui a été posée. Et donc on peut faire en sorte que la migration soit organisée de la bonne manière et que quelqu'un peut venir en Belgique, mais dans les bonnes conditions. La régularisation, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne vient pas de manière régulée travailler ou de manière régulée étudier en Belgique. Quelqu'un qui est venu de manière non légale en Belgique ou qui est devenu non légal parce que sa situation c'est pas régularisée sur le coup. Et donc elle se dit, voilà, je suis sur le territoire belge, c'est vrai que je n'ai pas le droit d'y être, mais je vais quand même rester. Je reste ici, je me débrouille, j'ai envie de rester ici et je travaille et j'essaye de faire du mieux que je peux. Ces personnes-là, en soi, ils doivent quitter le territoire. Chaque année, la Belgique donne 30 000 ordres de quitter le territoire. À 30 000 personnes, on donne le message, tu vas devoir partir et retourner. Combien de personnes quittent par rapport à ce point? Combien en pourcentage? En moyenne, il y a 10 000 personnes qui quittent la Belgique chaque année. Mais on donne 30 000 ordres de quitter le territoire. Et donc, il y a un travail qui doit être fait par rapport à cela. Si chaque personne qui est sur le territoire belge, qui doit quitter le territoire belge et qui dit « moi, je reste quand même, je reste ici, je ne pars pas », alors il ne faut plus donner des ordres de quitter le territoire. Chacun reste ici. Et donc, il y a des règles à suivre. Tu ne peux pas rester, tu dois quitter le pays. Mais, parfois, il y a une exception à la règle. Et ça, c'est la régularisation. C'est dire, toi, en fait, tu n'as pas le droit de rester ici, sur base des règles, mais tu es peut-être une femme de 80 ans, tu es en Belgique depuis 10 ans, tu n'as plus personne dans ton pays d'origine, tes enfants, ils sont là. Ça serait inhumain de dire à cette femme-là, tu dois retourner. Et donc, on fait l'exception. Le problème, c'est que certaines personnes veulent faire de la régularisation, pas l'exception, mais la règle. Et de dire, mais chaque personne qui est sur le territoire belge, on va donner des papiers à tout le monde. Et à ce moment-là, il n'y a plus de règles. Et s'il n'y a plus de règles, la migration n'est pas bien organisée. Et si les choses ne sont pas bien organisées, malheureusement, ça cause beaucoup de problèmes aussi. Alors, quelle est la solution, monsieur le ministre? Parce qu'on voit très bien... je suis votre raisonnement qui est objectif et logique, mais quand on voit que les gens ne répondent pas favorablement à votre demande de quitter le territoire et qu'il y a de plus en plus de personnes qui restent plusieurs années et qui ont une situation sociale et familiale dans ce pays donc, et dont le nombre augmente d'année en année, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens? Avant, il y avait de temps en temps des vagues de régularisation massives. On appelait des campagnes de régularisation pour essayer d'absorber ce nombre croissant et d'essayer de régulariser la situation. Et maintenant, est-ce que vous pensez que dans le futur, il y aurait peut-être probablement une campagne de régularisation pour essayer de résoudre certains problèmes? Non. Non. Les campagnes pas de campagne de régularisation? Non. Les campagnes de régularisation, on les a fait en 99 et en 2009. Et pourquoi? En 99, on a dit, on va le faire une fois. On va régulariser un grand nombre de personnes et comme ça, le problème est résolu. Basta, on ferme. 10 ans plus tard, même problème. Et qu'est-ce qu'on dit? Allez, encore une dernière fois et puis c'est résolu. Il n'y a pas longtemps, j'étais à un snack à Anvers et le propriétaire, c'était un Irakien, lui-même reconnu comme réfugié. Il me dit, regarde, tu as vu, j'ai mon établissement, je travaille bien. Et à côté de lui, il y avait un ami irakien aussi qui venait du nord de l'Irak. Une région où il n'y a pas d'insécurité et la personne n'a pas été reconnue comme réfugiée. Et il me dit, mais ce n'est pas grave, on ne s'inquiète pas parce qu'on sait qu'en Belgique, il y a un système. Tous les 10 ans, on régularise des personnes. Et donc, qu'est-ce qui se passe au final? Des gens, pendant 10 ans, restent dans des situations problématiques, sont utilisés sur le marché d'emploi et pressés comme des citrons et travaillent pour 2-3 euros de l'heure, vivent dans des maisons insalubres. Et ce n'est pas une situation qu'il faut encourager, au contraire. Et donc, aider des personnes
à pouvoir migrer de manière légale, oui. Aider des personnes à retourner dans leur pays et faire en sorte que ça se passe dans les bonnes façons pour aider les enfants à être scolarisés, pour aider les personnes à pouvoir faire leur vie, oui, bien sûr. Et l'exception, c'est dire, par exemple, pour les enfants qui sont ici scolarisés depuis 6, 7, 8 ans, c'est dire, pour ces cas-là, surtout quand on se comporte pas mal, se dire, ben, parfois, on va faire appel à la régularisation comme exception parce qu'on doit rester humain dans notre politique. C'est le fameux article 9 bis de la loi du 15 décembre 80 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Alors justement, si on doit parler de ces exceptions, c'est cette exception qui pose aussi un problème. Les gens qui introduisent des demandes de régularisation sont dans l'insécurité juridique parce que si ce fameux article 9 bis reconnaît aux demandeurs d'introduire des autorisations de séjour, s'ils peuvent prouver des circonstances exceptionnelles justifiant l'introduction de leur demande en Belgique, alors beaucoup de gens voient leur demande rejetée parce que justement, l'Office des étrangers n'arrive pas à donner une explication, bien une définition claire des circonstances exceptionnelles. Quelles sont les circonstances exceptionnelles, Monsieur le ministre, qui devraient permettre à des gens d'introduire une demande et de recevoir une réponse positive? Alors déjà, il y a plusieurs éléments, des lignes directives dans l'Office des étrangers qui sont données par le pouvoir politique, par moi-même, pour voir qu'est-ce qu'il faut mettre dans la balance pour prendre une décision. Il y a des éléments positifs et des éléments négatifs. Ce que certains veulent, c'est des critères. De dire, par exemple, si tu es en Belgique depuis 7 ans, régularisé, ou 5 ans, ou 3 ans. Si ça, c'est la règle, et je donne à quelqu'un un ordre de quitter le territoire, parce qu'il ne peut pas rester ici, mais il sait qu'il y a un critère qui dit, après 5 ans, je vais te régulariser. Qu'est-ce que cette personne va faire? Il va rester. Bien sûr, cette personne va rester, attendre 5 ans, et après 5 ans, être régularisée. Ça, c'est un critère parmi d'autres. Vous pouvez mettre plusieurs critères ensemble. Exactement. Et donc, ce n'est pas des critères, mais donc, ce sont des lignes directives qui sont nécessaires. Le fait que quelqu'un est sur le territoire belge depuis longtemps fait partie des lignes directives. Ça pèse dans la balance. Qu'est-ce qui pèse aussi dans la balance? Dans l'autre sens, le fait que, par exemple, on a un casier judiciaire. Si quelqu'un a volé, frappé, commis des crimes, c'est logique que cette personne-là, dans la balance, ça va peser, pas un tout petit peu. Cette personne-là a quasiment ça, c'est la ligne négative. Chance à être Est-ce qu'on peut parler des lignes directives positives? Voilà. Alors, un autre, et c'est important de le signaler quand même, ce gouvernement-ci, moi-même, en tant que premier secrétaire d'État, j'ai donné une transparence dans la commission avec l'Office des étrangers sur les lignes directives. Par exemple, deuxième élément qui joue un rôle important, ce sont les enfants qui sont scolarisés en Belgique depuis plusieurs années. Si on a des enfants, ils n'ont pas choisi eux-mêmes d'être ici dans une situation irrégulière. Ils vont à l'école depuis 5, 6, 7 ans. En soi, pour ces personnes-là, ça aussi, ça pèse dans la balance de manière positive pour passer à la faveur de la régularisation. Quelqu'un qui est très, très âgé, qui a un âge où ça devient compliqué de retourner, ça pèse dans la balance aussi. Des personnes qui n'ont aucun lien avec le pays d'origine, parce qu'il n'y a plus de famille là-bas, et plusieurs liens en Belgique, ça aussi, ça pèse dans la balance. Mais donc, tout ça, il faut en tenir compte. Mais il se peut que quelqu'un est sur le territoire belge depuis 10, 15 ans, et pourtant ne reçoit pas la régularisation, parce que ce n'est pas parce que tu es ici depuis 10-15 ans que, automatiquement, tu vas recevoir des papiers. Quels sont les délais d'analyse de ces dossiers par l'Office des étrangers? Parce que certains évoquent le retard de traitement qui handicape et qui... Voilà. Absolument. Et donc, ça, on a travaillé dessus énormément en faisant en sorte que le délai qui, en général, est en moyenne 1 an, de faire en sorte de réduire ça extrêmement. Et pourquoi et comment? Surtout en faisant en sorte qu'on ait un renforcement de l'effectif. L'Office des étrangers a été renforcé de manière historique. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui vont travailler chez l'Office des étrangers qu'aujourd'hui. Et justement, c'est pour faire en sorte que les gens ont une réponse rapide à leurs questions. Rapide à une question d'asile, rapide à une question de régularisation, rapide à une question de travail, rapide à une question de regroupement familial et autres. Il faut que des gens reçoivent une réponse rapide. Ça, c'est le travail qu'on doit faire. Et après, c'est une question de faire en sorte que cette personne, si elle peut rester ici, soit intégrée dans la société belge. Si elle ne peut pas rester, on doit l'aider à être réintégrée dans le pays d'origine, mais elle ne peut pas rester ici en se disant « je ne peux pas, j'ai reçu une réponse négative, je reste quand même et je vais réessayer dans 5 ans ». Ça ne va pas aider la personne plus que ça. D'accord. Plusieurs personnes, malheureusement, requêtent qu'il n'y a pas beaucoup d'informations au niveau de l'Office des étrangers. Ils essaient de rentrer en contact avec l'Office des étrangers, mais ils reçoivent toujours
soit pas de réponse, soit le téléphone qui est toujours occupé. Est-ce que vous pouvez prévoir peut-être, je ne sais pas, une hotline ou bien un accueil personnalisé aux gens qui viennent demander des nouvelles de leur dossier? Oui. Est-ce que c'est prévu? Absolument, très très bonne question. Et c'est en effet une frustration qu'on sent souvent. Il faut savoir, quand on a 100 000 personnes qui migrent vers la Belgique, vous imaginez le nombre de personnes qui ont des questions en plus de ça, de potentiellement migrer, ou de personnes qui, par exemple, sont d'origine de l'Afghanistan et qui veulent avoir de l'information et qui appellent l'Office des étrangers. Donc ils sont très très sollicités, mais il faut renforcer là aussi l'équipe. On est en train de voir ce qu'on peut faire justement pour développer une plateforme où des personnes peuvent avoir de l'information rapide et effective, parce que c'est logique que des gens ont beaucoup de questions et il faut les donner les réponses. Alors, une dernière question qui concerne ce dossier. Qu'est-ce que vous pouvez dire à des personnes, à des sans-papiers qui nous regardent ce soir, ou bien à des personnes qui espèrent régulariser leur cas, leur séjour en Belgique? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, si vous pouvez vous adresser à eux? Mais le message que j'ai vraiment à faire passer, c'est qu'il faut savoir que quand quelqu'un reçoit un ordre de quitter le territoire, c'est souvent perçu comme une décision négative. On dit, voilà, tu ne peux pas rester, donc c'est négatif. Ce qu'on doit vraiment essayer de faire, c'est de faire de cette décision négative une décision qui amène quand même une finalité positive pour la personne même. Et donc, quand tu dois quitter le territoire belge, moi-même, en tant que secrétaire d'État, je veux tout faire pour t'aider à construire dans ton pays d'origine aussi un meilleur futur. Et si tu veux venir vivre en Belgique, des possibilités légales existent. On y travaille énormément au niveau du travail, par exemple. Suivez cette route-là, parce que rester en Belgique de manière non légale, c'est, premièrement, pour ces personnes-là, pas la situation la plus idéale, et deuxièmement, ça ne va pas résoudre leur situation, pas aujourd'hui ni demain. D'accord. Merci beaucoup. On va clôturer cette première partie de notre interview. Maintenant, on va parler de ce qui a fait aussi l'actualité avec vous, Monsieur le ministre, c'est le retrait du permis de séjour de l'imam Touchkani, hein, l'imam de la mosquée Al-Khanil, très connu ici à Bruxelles et à Molenbeek surtout. Donc, vous avez expliqué en long et en large pourquoi vous l'avez fait, parce que vous avez reçu un rapport de la Sûreté de l'État sur les services de renseignement belges, un rapport très négatif sur l'imam Touchkani. Donc, il a été accusé de prêcher la haine, d'avoir un discours antisémite et autre chose. Ai-je raison? Alors, ou bien il y a d'autres raisons? Mais je ne rentre jamais dans les dossiers de manière individuelle pour la vie privée de la personne, et aussi par respect par la Sûreté d'État et les services de renseignement de manière plus large, parce qu'il y a plus que ça. Il faut savoir qu'en tant que secrétaire d'État, je reçois régulièrement des dossiers des services de sécurité, de manière plus globale, qui précisent quand quelqu'un pose un danger réel pour la société belge. Et quand c'est le cas, quand il y a des éléments qui jouent, et donc dans ce cas-ci, ça peut parler et d'une prêche radicale et aussi d'une ingérence et d'une influence, ce sont des éléments que je dois prendre en compte. Et quand la Sûreté d'État me précise que cette personne ne peut pas rester sur le territoire belge, moi j'ai un travail à faire en tant que secrétaire d'État. Je dois faire en sorte que quand mes services de renseignement précisent que quelqu'un pose un danger et qu'il ou elle devrait quitter le territoire, que je fais le travail. Et je ne fais aucune distinction. Vous savez, quand j'ai écrit ma carte blanche, où j'ai précisé aussi que j'étais un peu surpris de certaines réactions, j'ai eu beaucoup de réactions positives, aussi venant de la communauté marocaine ici à Bruxelles, qui précisaient que c'est bien que quelqu'un fasse le travail carré. Pas faire dans un sens ou dans un autre, toujours faire le travail de manière conséquente. Quand il y a 1 an et demi, il y avait un Danois d'extrême droite qui voulait venir ici à Molenbeek pour prêcher la haine et causer des conflits, qu'est-ce que j'ai fait en tant que secrétaire d'État? J'ai eu un rapport des services de police qui ont précisé que cette personne pose un danger réel pour la société belge. Je l'ai donné l'exigence de quitter le territoire belge. Cette personne n'a pas pu mettre un pied sur notre pays, justement pour protéger le vivre ensemble. Que ça soit de l'extrême droite, que ce soit de l'extrême gauche, que ce soit de l'extrême religieux, ou quoi que ce soit, quand les rapports des services de sécurité sont clairs, je fais le travail et je ne fais aucune distinction, qui que tu sois et quelle religion que tu as. Alors, moi aussi, j'ai lu beaucoup de commentaires dans les réseaux sociaux de personnes qui ne vous reprochent pas de faire votre travail, mais qui vous reprochent de le faire de manière sélective, on va dire. Alors, beaucoup de gens vous reprochent pourquoi maintenant
décrété ce retrait de permis de séjour de M. Touchkani après 10 ans des faits qu'on lui reproche. Oui. Pourquoi on lui demande de quitter le territoire aujourd'hui, après 40 ans de séjour en Belgique, au moment où il a pris sa pension, au moment où il n'est plus imam, où il ne prêche plus. Donc, et on vous reproche également, parce que je suis un peu aussi, moi aussi, les réseaux sociaux, de prendre une décision sur base d'un rapport secret des services de renseignement. Donc, il n'y a même pas droit à la défense qui a été laissé à l'intéressé, sachant qu'on est dans un pays démocratique. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Pourquoi maintenant, pas il y a 10 ans, 40 ans? Mais, premièrement, le fait que quelqu'un soit sur le territoire belge depuis 4 jours, 2 heures, 5 minutes ou 40 ans, peu importe. Il faut regarder quand est-ce que les faits se font. Quelqu'un peut être non belge, comme le monsieur ici, être sur le territoire belge depuis longtemps, sans qu'il y ait un problème. Le moment où un problème se situe, c'est là où les services de sécurité rentrent en jeu pour préciser, à ce moment-là précis, quelqu'un pose un danger réel pour la Belgique. Vous faites mention de 10 ans. Donc je pense que vous faites mention de les paroles de M. Touchkani qui avait précisé qu'il fallait brûler tous les ionistes à une certaine période. Le monsieur s'est excusé pour cette parole qu'il a tenue. Qui a dit qu'elle a été mal comprise. C'est son... Oui, voilà, je pense qu'il s'est excusé pour les paroles qu'il a tenues. Mais c'était il y a 10 ans. Voilà, mais ce que je vais vous dire, c'est que le rapport de service de sécurité ne fait pas référence justement à cette parole-là. D'accord. Ça va beaucoup plus large que ça. Et donc, si les rapports de service de sécurité, sur base d'une analyse qui se fait pendant des années, vient à la conclusion qu'une personne pose un danger réel pour les services de sécurité et pour la sécurité nationale de notre pays, c'est le rapport qui est fait. Et donc, je dois exécuter et faire en sorte que la sécurité nationale du pays n'est pas mise en danger. Et donc ça, c'est le travail que je dois faire, sans être arbitraire là-dedans. Au contraire, je suis du tout arbitraire. Comme je vous ai dit, qu'il soit un extrême droite danois ou qu'il soit d'extrême gauche ou peu importe, je vais toujours, sur base des rapports de services de sécurité, faire le travail. Alors justement, c'est ça la discussion sur la finalité ou bien sur le contenu de ces rapports. Certains les jugent pas fiables parce qu'on ne sait pas les contredire, donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc. Alors justement, il y a un contre-exemple. Vous avez essayé également dernièrement d'expulser un prédicateur, dit aussi prédicateur de la haine, qui fait partie de ce qu'on appelle le groupe de Masseik, oui. Le monsieur Abdellah Wahbour, oui. Également sur base d'un rapport de la Sûreté de l'État, avec des accusations très lourdes et très graves, mais voilà, malheureusement, heureusement pour lui, comment dire, le Conseil du contentieux des étrangers s'y est opposé, donc il a refusé votre décision de l'expulser sur base du même rapport de la Sûreté de l'État. Donc, alors déjà, parlons de ces rapports, voilà. C'est le contentieux même qui dépend d'une manière mais indépendante de vos services qui les a rejetés. Il a rejeté les arguments de la Sûreté de l'État. Donc, quelle est la valeur de ces rapports de la Sûreté de l'État? Pourquoi ils sont fiables selon vous ou bien dans un cas et qui ne sont pas jugés fiables dans un autre cas? Alors déjà, par un organisme judiciaire indépendant. Il faut d'abord faire la distinction entre les deux dossiers. Quand même, c'est important. Dans un cas, on parle d'un imam qui serait prédicateur radical selon nos services de sécurité et où il y aurait preuve d'ingérence, d'une part. L'autre cas, M. Wahbour, quelqu'un qui a des liens terroristes, qui aurait organisé aussi ou ferait en sorte que des personnes puissent faire la guerre avec l'État islamique en Syrie et qui a donc des liens avec certaines filières terroristes qui vont jusque dans les 4 coins du monde. Donc, pour faire la distinction, il y a quand même ces deux dossiers qui sont tous les deux importants, où dans les deux cas, il y a nos services de sécurité qui prennent une décision. Mais voilà, un dossier n'est pas l'autre, premièrement. Deuxièmement, dans le cas de M. Wahbour, qui a donc des filières terroristes et où le Sûreté d'État précise qu'il y a un danger réel et imminent, même terroriste, sur ce cas de figure-là, pourquoi est-ce que le Conseil des contentieux dit que ces décisions doivent être revues? Elle précise pourquoi, parce que dans le rapport, elle demande d'avoir plus d'informations sur les éléments des services de sécurité. Et donc pourquoi? Quand on fait appel au dossier des services de sécurité, ils sont connus par moi-même. Je les connais. Vous ne les connaissez pas.
et le Conseil des contentieux reçoit un résumé, ne reçoit pas tous les détails. Et donc, qu'est-ce que dit le Conseil des contentieux? Le résumé est trop vague. On ne sait pas exactement à quoi vous faites référence dans le cas de M. Ouabour. On veut savoir exactement de quoi il s'agit. Et donc, c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, depuis septembre l'année passée, je travaille à une politique dans laquelle on va devoir donner aussi l'information classifiée des services de sécurité au Conseil des contentieux pour qu'il puisse justement regarder tous les éléments du dossier et savoir exactement de quoi il s'agit. Parce que quand il doit faire juste appel à un résumé, mais logiquement, parfois dans un dossier, ils peuvent dire que c'est trop vague, le résumé, et donc ils ne peuvent pas prendre une décision finale. Alors je rappelle que M. Touchkani a également fait recours de votre décision de retrait de permis de séjour à ce même contentieux des étrangers. Donc pour qu'il revoie votre décision, on verra quel sera le verdict du Conseil du contentieux des étrangers. Et justement, ce que vous avez dit m'interpelle, Monsieur le ministre, parce que quand je vois les accusations portées contre soit M. Ouabour, soit M. Touchkani, surtout en ce qui concerne M. Abdallah Ouabour, ce sont des accusations très graves. Donc on l'accuse de faits de terrorisme ou de participation au travail des organisations terroristes. Et en contrepartie, qu'est-ce qu'on fait, nous, en Belgique? On demande juste leur expulsion. Mais si ce sont des faits qu'on leur reproche qui sont de portée pénale, pourquoi on les juge pas? Pourquoi on ne les traîne pas devant la justice? Si on les considère comme favorisant des actes terroristes, ce ne sont pas des gens qu'on doit expulser ou des gens auxquels on doit retirer leur permis de séjour. C'est des gens qui doivent être jugés. Pourquoi on ne le fait pas? Les deux, hein. Quand on parle de M. Ouabour, je pense Quand je vois M. Ouabour lié aux attentats de Casablanca et Madrid qui ont fait 250 morts en Espagne en 2003. Oui, un dernier rapport de la Sûreté de l'État pointe en outre son soutien moral et financier au groupe terroriste État islamique. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande son expulsion. Il y a quelque chose qui... Non, l'homme a été incarcéré. Il faut savoir que là, c'est un cas qui est très, très particulier. Pourquoi? L'homme a été incarcéré. Oui. Seulement, il est passé jusqu'à la Cour européenne. Et pourquoi? Parce qu'il avait pas accepté, comment dire, il avait confirmé. Non, il avait confirmé les faits, mais il aurait fait ça sous pression par le Maroc. Et donc ça fait partie de la décision finale que la Cour européenne a dit. Cette confirmation de monsieur, vu qu'elle a été faite sous pression, sa peine a été écartée. Et M. Touchkani, on lui reproche notamment... Quand on parle de M. Ouabour, on ne parle pas seulement des faits de 2009, on parle de tout le réseau terroriste qui joue un rôle important. Et donc dans ce cas de figure-là, bien sûr qu'il y a le fait de mettre cette personne en prison, mais après cela, si cette personne continue à poser un danger réel par rapport à cette prêche radicale et haineuse, je pense que c'est normal que cette personne doive quitter le pays. Qu'il continue à... C'est ce que nos services de sécurité estiment, oui. Et M. Touchkani lui reproche de faire partie d'un réseau qui recrutait des jeunes pour le djihad. Pourquoi on n'a pas arrêté? Non, je ne sais pas à quoi vous faites référence. M. Touchkani, donc ce sont des rapports qui sont diffusés dans la presse, puisqu'on ne les connaît pas. Donc, donc voilà. On ne lui reproche pas ce... Mais à nouveau, je ne vais pas rentrer dans le dossier de... Non, parce que pour moi, ce sont des accusations graves, donc ils méritent d'être traînés devant la justice. C'est pour ça que je vais vous dire, on ne va pas faire une discussion maintenant sur les éléments du dossier que vous mentionnez qui ne sont pas tout à fait corrects, et donc dans lesquels je précise que les services de sécurité font le travail nécessaire, que le Conseil des contentieux veut avoir l'information précise pour savoir exactement sur base de quelle information la décision est prise. Et une fois que cette décision est prise, je pense honnêtement que tout le monde au sein de ce pays est d'avis qu'il n'y a pas seulement un travail qui doit être fait par la justice, mais aussi du secrétaire d'État et faire en sorte que quelqu'un qui pose un danger réel ne soit pas sur le territoire belge. Et si j'ai une dernière parole à dire, j'ai grandi moi-même à Bruxelles. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Alors, quel regard portez-vous sur Bruxelles maintenant, sur le vivre ensemble à Bruxelles, sur la présence de la communauté arabo-musulmane ici à Bruxelles, sur cette cohabitation harmonieuse que nous souhaitons tous, y compris votre gouvernement? Et c'est la raison pour laquelle je mène la politique que je mène. C'est justement parce qu'on doit avoir un monde dans lequel le vivre ensemble est mieux organisé que celui-là d'aujourd'hui. Personne, je pense ce soir, des téléspectateurs, va contester, sans parler d'un cas de figure spécifique d'un imam, mais juste de manière globale, qu'il y a des personnes au sein de ce pays qui prêchent une religion, quelle qu'elle soit, et le font d'une mauvaise façon. Qui ne prêchent pas un message d'amour, mais un message de haine. Ces personnes-là n'ont rien à chercher
au sein de notre société. Et je pense qu'auparavant, on a fait appel, pour moi, le grand symbole, c'est la mosquée de Schuman. La grande mosquée où l'État belge a dit quoi dans les années 70 du siècle précédent? Ils ont dit à l'Arabie Saoudite, occupez-vous. On ne sait pas quoi faire de ces musulmans, occupez-vous d'eux. Ce n'est pas l'Arabie Saoudite de s'occuper de nos musulmans belges. Ils sont nos citoyens. Ils font partie de notre vivre ensemble. C'est aux musulmans belges de s'organiser de la meilleure des façons sans que l'Arabie Saoudite ou sans que des imams avec des prêches salafistes et autres viennent rendre le vivre ensemble quasiment impossible. Alors justement, cette mosquée, elle est toujours en suspens, c'est pas qui la gère maintenant? Je ne parle pas de cette mosquée spécifique-là. Je parle vraiment. C'est quand même, c'est un symbole. Je parle de manière générale qu'il y a un travail à faire par rapport à cela. Pour des jeunes musulmans qui eux-mêmes veulent prêcher un message d'amour, de faire en sorte qu'ils puissent aussi se former chez nous, en Belgique. Faire en sorte que la religion soit organisée de la meilleure des façons. Mais comment faire? Et arrêter c'est ça la question, que cette image de l'islam est tellement négative. C'est ça la question. Comment faire? Faire en sorte. Quand on voit, par exemple, votre collègue ministre de la Justice, Van Quickenborg, qui a, on va dire, défenestré l'organe chef de culte, l'exécutif des musulmans de Belgique. Également, il a reproché à beaucoup de personnes, surtout d'origine marocaine, encore une fois, d'être des suppôts, des agents de l'État marocain, des infiltrés, etc. Et donc, comment faire si on jette la suspicion sur les organes qui représentent plus ou moins cette communauté? C'est ce qu'on a pour l'instant, on n'a pas d'autre. Donc, comment faire? Et une autre question complémentaire, certains disent que parfois, c'est quand même incroyable qu'il n'y a que des personnes d'origine marocaine qui sont visées par ces actes. Donc, l'ex-président de l'exécutif des musulmans de Belgique, M. Chilaoui, ici Touchkani, ici l'imam Wabou, et ils disent, comment est-ce possible? Est-ce qu'il n'y a pas de prêcheurs de haine d'autres origines que ceux d'origine marocaine? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres imams qui travaillent pour des États étrangers que certains imams marocains? Voilà. Est-ce qu'il y a, par exemple, pour être clair, est-ce qu'il n'y a pas des imams turcs qui sont concernés? Je suis content que vous le dites. Oui, mais c'est ce qu'on dit, c'est ce qui est diffusé. Il y a un an, j'ai expulsé un imam turc. Et donc, il y a un an, j'ai expulsé un imam turc. Et ça s'est passé dans de bonnes conditions, où il y a eu une bonne coopération pour faire en sorte que ça se passe de manière correcte, sans que ça fait du mal à toute une communauté. Et c'est ce que je veux faire. Quand on a pris la décision de l'imam Touchkani, c'est quand qu'on a pris la décision? C'est 10 jours après, ou bien une semaine après la décision du tribunal de première instance belge qui lui a accordé la naturalisation belge. C'est encore une autre question. Je vous pose la question, quel mois? Septembre? Oui, septembre-octobre, on a pris la décision. Quand est-ce que l'information a circulé parce qu'un journaliste a reçu des rumeurs dans la communauté que M. Touchkani n'était plus présent? Quand? 3-4 mois après. Pourquoi? Parce que j'étais jamais à la recherche de la une des médias pour dire « Monsieur Mehdi a expulsé un tel ou un tel ». Parce que ça peut faire du mal aussi à toute une communauté. Parce que toute la communauté est visée quand quelqu'un qui a un nom et une réputation comme le monsieur Touchkani peut donc avoir une influence sur le regard qu'on a de toute la communauté marocaine, de toute la communauté musulmane. Et donc faire ça de manière correcte, c'est ce qui m'intéresse aussi. Et je l'ai fait avec la communauté ou avec la Turquie aussi. Et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas avec le Maroc aussi. Et donc là-dedans, non, ce n'est pas comme s'il y a un regard spécifique par rapport à la justice ou d'autres ministres. Que répondez-vous, par exemple, à ça? Une décision de justice qui accorde la naturalisation de M. Touchkani, du jour après, le ministre qui lui refuse l'accès au territoire belge. Vous ne pouvez pas nier que ce sont des interrogations un peu légitimes de la part de certains de la communauté. Donc, ils attendent des réponses. Parfois, ils se disent qu'il n'y a pas un règlement de compte. Mais règlement de compte de quoi? Je ne sais pas, avec certains... Non, mais vraiment, avec le Maroc, par exemple. Je ne sais pas, c'est des questions que les gens posent. Qu'est-ce que j'ai gagné? La justice accorde la naturalisation, le ministre refuse. Qu'est-ce que j'ai gagné par rapport au Maroc? Par rapport à ça, on a une bonne relation. Je vois régulièrement l'ambassadeur marocain. Moi-même, j'ai grandi à Bruxelles, ce qui fait aussi qu'il y a une grande partie de mes amis avec qui j'ai grandi ici à Bruxelles, qui sont d'origine marocaine. Donc vous confirmez qu'il n'y a pas de... Où est l'utilité pour moi d'avoir un rapport de conflit avec le Maroc? Au contraire, cette communauté marocaine en Belgique, qui existe depuis les années 50 du siècle passé, a contribué de manière socio-économique et culturelle énormément aussi à ce pays.
Si les migrants des années 50 n'étaient pas venus ici, venant de l'Espagne, l'Italie, la Grèce, mais aussi la Turquie et le Maroc, la Belgique, de manière socio-économique, ne serait pas où elle est aujourd'hui. Et donc, il faut continuer à renforcer ce lien et ce vivre ensemble et montrer que la migration peut bien s'organiser. Mais s'il y a des cas de figure où, à nouveau, mes services de sécurité précisent qu'il y a un danger, vous devez m'excuser, mais je dois faire mon travail. Votre prédécesseur s'est déplacé au Maroc pour rencontrer son homologue et d'autres responsables. Est-ce que vous envisagez peut-être de rendre une visite à votre homologue ou bien de visiter, de rencontrer des responsables marocains au Maroc, par exemple? Avec grand plaisir. J'ai encore jamais été au Maroc. Vous n'avez pas reçu l'invitation, bien il n'y a pas de relation, il n'y a pas de... On s'est vu encore récemment et justement on discutait. J'ai précisé, je me suis pas invité parce qu'eux-mêmes sont naturellement très volontaires aussi à m'accueillir. Mais j'ai précisé que j'avais encore jamais été au Maroc et que j'aimerais bien y aller. Donc, on a une grande communauté marocaine en Belgique. Il y a des liens aussi migratoires entre la Belgique et le Maroc. On a la communauté marocaine qui souvent aussi fait un aller-retour vers le Maroc. On a des liens économiques aussi avec le Maroc qui, pour moi, doivent être renforcés. On doit faire en sorte qu'on se renforce l'un et l'autre. Et donc là-dedans, oui, je suis très ouvert à faire un aller-retour vers le Maroc et voir comment on peut tisser les liens davantage, parce que c'est une communauté importante dans notre pays et c'est un pays avec lequel on a des liens historiques et on doit faire en sorte qu'ils soient les mieux organisés que possible. Je vous entends bien, mais on ne doit pas nier aussi d'autres faits, c'est que certains terroristes sont d'origine étrangère et qui sont nés ici, qui ont grandi ici, qui ont malheureusement semé la terreur en Belgique, en France, au Moyen-Orient. Est-ce que vous pensez qu'après les attentats, aux derniers attentats de 2016, est-ce que vous pensez que le radicalisme est toujours présent de la même nature que pendant la guerre contre l'État islamique, ou bien je ne sais pas, avec les efforts qui ont été consentis par les différents gouvernements du pays, est-ce qu'on est arrivé à combattre ce radicalisme, ou un peu, ou pas du tout? Un peu. Un peu. Un peu. Donc vous pensez que le danger reste toujours dans notre société? Bien sûr. Vous savez, il y a toujours un sol fertile pour n'importe quelle forme de radicalisation. On l'a vu aussi avec la période de Covid, où des personnes se posent plein de questions sur plein de choses et peuvent être amenées à prendre une vision très radicale dans un sens ou dans un autre. Dans une période où le monde se globalise et des régions dans le monde aussi sont complètement instables, la région du Sahel, au Mali, les problèmes sont très bien connus, avec aussi des extrémistes religieux qui essayent de prendre le pouvoir partout dans la région. Le Moyen-Orient reste le Moyen-Orient depuis des décennies. C'est une situation qui est problématique par rapport à cela. Et donc oui, et ça combiné, donc la vision géopolitique à des structures religieuses qui ne sont pas assez solides aussi pour encadrer des jeunes, intégrer des jeunes, faire en sorte qu'ils puissent aussi faire partie d'une société et non seulement se sentir musulmans, mais aussi se sentir belges, se sentir bruxellois, faire partie de notre communauté au sein de ce pays. C'est ça tout le travail qu'il y a à faire. Et donc oui, je reste inquiet par rapport à cela. Est-ce que vous pensez que vous avez des partenaires pour lutter contre la haine, contre le radicalisme, contre le racisme, contre l'homophobie, la xénophobie, donc toutes les formes de haine et de radicalisme? Si on reste dans le champ religieux, qui est quand même important dans la vie de beaucoup de personnes, de beaucoup de jeunes, surtout dans les grandes villes belges et à Bruxelles notamment, la présence de courants religieux qui posent problème, le salafisme, les frères musulmans, les daïchites, Al-Qaïda, etc., et même certains courants radicaux chiites. Est-ce que vous pensez que est-ce que vous pensez qu'on est sur une poudrière qui peut exploser à n'importe quel moment, ou bien est-ce que vous pensez avoir les moyens d'éteindre le feu qui couvre? Non, il faut jamais se dire que tout va bien se passer et qu'il n'y a aucun problème. Et donc, quand on parle d'extrémisme, ça peut très vite s'enclencher. Et donc, il faut faire très attention par rapport à cela. Et donc, oui, c'est vraiment un combat qu'il faut mener. Et je pense qu'il faut vraiment le mener tous ensemble. On doit arriver à vivre ensemble, pour moi, qui aujourd'hui n'est pas encore acquis. Moi-même, j'ai vécu une partie de ma vie ici à Molenbeek aussi. Pendant 4-5 ans, j'ai vécu ici. Il y a un travail à faire par rapport à cela. Et oui, je cite souvent la méritocratie, mais parce qu'elle est importante à dire à des jeunes. Oui, peut-être que parfois, quelqu'un va mal te regarder, peut-être qu'un prof à l'école va te viser par rapport à ce que tu es
et pas par rapport à ce que tu fais, ou peut-être que des services de sécurité, enfin je parle de la police et autres, peuvent avoir une certaine perception de quoi, mais comment est-ce que tu veux changer les choses? Est-ce que tu vas changer les choses en criant dans la rue par rapport à un policier qui passe dans la rue et l'insulter de tout et n'importe quoi? C'est ça à nouveau. Moi, je précise, le travail que je fais comme homme politique, c'est le travail que j'ai reçu comme éducation de mes parents. Ce qui veut dire, quand quelqu'un te tape dessus, tu travailles 2 fois plus fort pour prouver, après un certain temps, que c'est toi qui a raison et que tu peux changer le monde en meilleur. Et donc, quand quelqu'un te vise ou quand tu te sens visé ou quand tu as l'impression que tu as moins d'opportunités d'y arriver, c'est au monde politique de faire en sorte que tout le monde a les mêmes chances, mais c'est à chaque citoyen de travailler du mieux qu'on peut et de croire en ce qu'on peut faire parce qu'il y a un talent énorme au sein de ce pays, au sein de toutes nos communautés dans ce pays. Et je trouve qu'on ne le signale pas assez souvent. Je crois que voilà, c'est un très beau mot de la fin. Je vous remercie, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre interview, qui était un petit peu longue, je l'avoue, mais vu la... J'ai trop parlé ou pas? Non, mais vous êtes bien défendu. Merci encore une fois, Monsieur Mehdi. Merci à et vous. À très bientôt. وأنا إخواني أخواتي أقول لكم إلى اللقاء à une autre fois, une autre émission, Inch'Allah. D'ici là, مع السلامة, au revoir et à très bientôt.